De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes bien le 27 octobre 2017 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque fin de semaine, comme chaque vendredi, pour ensemble débriefer toute l'actu high-tech de la semaine. Avec tout à l'heure un spécial Paris Games Week. Et oui, puisque vous savez, ce grand salon dédié aux jeux vidéo qui prend de l'ampleur d'année en année se déroule le week-end prochain, pas le week-end prochain, au milieu de la semaine prochaine, à partir du 1er novembre, ici à Paris, porte de Versailles. Le délégué général du CEL sera mon invité et nous expliquera les nouveautés de cette 8e édition de la Paris Games Week. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. N'hésitez pas à partager votre passion envers la high-tech et puis surtout débattre sur tous les sujets qu'on évoque chaque vendredi et notamment aujourd'hui l'obsolescence programmée. On en parle tout de suite. Bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et oui, pour débuter, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Éric Le Bourlou. Comme chaque semaine, j'ai envie de dire. Bonjour Eric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01net.com et Pépé Garcia cette semaine. Salut Pépé. Salut François, salut Eric, salut tout le monde. Voilà, Pépé que vous connaissez bien sûr, que vous retrouvez tous les lundis, entre autres dans Power sur 01net TV. Alors aujourd'hui les amis, gros sujet, on va s'attaquer à quelque chose de lourd. Peut-être compliqué, finalement peut-être pas. On va voir, on va essayer de décrypter tout ça ensemble. C'est l'obsolescence programmée. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Eric, qui a bûché le sujet, va nous donner la définition exacte de l'obsolescence programmée. Et après, on va vous expliquer pourquoi on en parle aujourd'hui. Oui, alors l'obsolescence programmée, aujourd'hui en France, c'est un délit. On a les entreprises, si elles sont, on va dire, soupçonnées d'obsolescence programmée, peuvent être condamnées. Et la loi, le code de la consommation définit précisément ce qu'est l'obsolescence programmée. Alors je vais vous le lire parce que je n'ai pas Oui, t'as pas tout retenu par cœur. C'est très simple, mais il faut le dire précisément. L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc voilà ce que c'est que l'obsolescence programmée. Bon, ça mérite d'être clair. Hein. Oui, c'est clair. Super clair. Voilà, Là, on comprend parfaitement le problème. C'est vrai, et c'est clair. Et c'est donc un délit qui est quand même punissable en France depuis la loi Hamon par 2 ans de prison et 300 000 € d'amende pour celui qui pourrait être condamné pour obsolescence programmée. Qui a été puni déjà? Alors pour l'instant, je crois pas grand monde. Hein, voilà, on commence par là. L'obsolescence programmée existe puisqu'il y a une loi qui va autour et qui a été punie et à qui on a tapé sur les doigts en Corée, en Chine ou au Japon. No one in the room. Après, on va essayer de comprendre jusqu'où va l'obsolescence programmée. Si on peut accuser les constructeurs de produits high-tech parfois d'obsolescence programmée. Exactement. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à définir en fait. Alors ça, la définition ici est très précise, voilà. Mais concrètement, est-ce que c'est difficile à prouver en fait? On prend un exemple, un vieil iPhone qui ne peut plus avoir la dernière mise à jour d'iOS, donc iOS 11. C'est le cas par exemple du 4S, je crois, ou même du 5. Est-ce qu'on qualifie ce téléphone d'obsolète finalement? Est-ce que son obsolescence est programmée parce qu'on ne peut plus avoir les dernières fonctionnalités? C'est tout la subtilité du débat. Et alors pourquoi on en parle cette semaine? Parce que Eric, Adrien Branco, qui est journaliste à 01net.com, a fait un article sur un clavier Logitech. Oui. Qui s'appelle le cas vraiment d'obsolescence programmée. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de le voir autrement, puisque c'est un clavier qui se veut écologique, puisqu'il fonctionne avec des panneaux solaires. Donc, vous n'avez en théorie pas besoin de le brancher, etc., etc. Et sauf que son clavier, qui a marché pendant quelques années, Adrien, il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il ne fonctionnait plus. Et donc, il a voulu remplacer la pile, qui est quand même indispensable pour le faire fonctionner. Oui, parce qu'évidemment, c'est l'énergie solaire qui recharge une petite pile, voilà. Et qui après, elle, fournit l'énergie pour le fonctionnement de l'appareil. Sauf qu'il s'est rendu compte, tout simplement, que la pile ne pouvait pas être rechangée. C'est impossible. Logitech n'a pas prévu qu'on puisse changer la pile. Elle est incrustée dans le système. Pas tant que ça, il a réussi finalement à s'en dépatouiller par lui-même, mais Logitech vend son clavier en disant la pile n'est pas remplaçable, tout simplement. Donc, une fois que votre pile est morte, vous n'avez plus qu'à jeter votre clavier. Et effectivement, comble du comble, il s'agissait d'un clavier qui se voulait plus ou moins écolo. Et futuriste. Si dans le futur, oui, c'est balancé, ouais. parce qu'on ne peut pas changer la pile, on est quand même c'est la folie. Parce qu'en plus, cette technologie de recharge par petit système de photovoltaïque, exactement. Ça pourrait avoir une durée de vie infinie finalement. Oui, c'est là le truc, c'est que tu recharges tout le temps le truc en non-stop. Ou alors s'il n'y a plus de soleil, s'il n'y a plus de soleil, c'est qu'on est vraiment mal barré, les amis. Mais en l'occurrence, effectivement, alors je vous conseille vivement de lire son article
si vous l'avez pas lu. Alors c'est un article qui a eu beaucoup de retombées. On a eu beaucoup de succès avec cet article parce que effectivement ça parle beaucoup aux gens et c'est vrai qu'on est dans une période où on consomme énormément et on se dit c'est vrai que pourquoi on nous pousse toujours un peu plus à la consommation, et là c'était un exemple typique. Donc le résultat, ce clavier ne vaut plus rien, ne marche plus, il va direct à la poubelle. Oui, sauf que alors après quand on est un petit peu bidouilleur comme Adrien, on peut s'en sortir. Sauf que ce n'est pas prévu et la plupart des gens ne le feront pas évidemment. Ils rachèteront un autre clavier. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu le mea culpa de Logitech. Oui, alors il y a un papier à venir sur 01net puisque Logitech on va dire a voulu réagir à cette publication, et donc on vous en parlera bientôt. Mais Logitech va prendre des mesures pour éviter que ça se reproduise. D'accord. Ils ne vont plus faire de clavier à photovoltaïque. Ils vont remettre le vieux système où tu peux changer tout dedans, tu peux le recharger. Voilà. Donc, bonjour l'avenir, François, c'est possible. Alors ça, c'est ce premier sujet un peu sensible. Il y en a eu un deuxième il n'y a pas si longtemps que ça, concernant les imprimantes, Eric. Oui, tout à fait. C'est une association qui s'appelle Halt à l'obsolescence programmée, qui a décidé, c'était au mois de septembre, de porter plainte, de lancer une plainte contre des fabricants d'imprimantes qu'on connaît tous. Ils s'appellent Canon, HP, Epson par exemple. Ouais. Alors si vous avez imprimante, vous savez bien comment ça marche. Vous achetez une imprimante, ça coûte pas très très cher. Une imprimante, souvent, une imprimante grand public. Ça coûte moins cher que les recharges de cartouches. Oui, c'est ça. La première recharge te tue directement. C'est ça qui est dingue. Et justement, ensuite, vous devez acheter des cartouches d'encre dès qu'elles sont vides, et ça coûte effectivement très cher. Pourquoi ça coûte très cher? Parce que l'encre, déjà, comme ils le montrent, est extrêmement cher. Et c'est très marrant, d'ailleurs, ils disent sur leur site que l'encre, c'est plus cher que du parfum Chanel. C'est-à-dire que c'est incroyable le prix de l'encre au millilitre de ces imprimantes-là. On sait que c'est le modèle économique un peu du rasoir, c'est-à-dire que on achète un rasoir et le manche du rasoir, et puis après, on paye une forte. Ça, on paye pas cher, mais après, dès qu'on doit changer les lames, là, ça coûte une fortune. C'est incroyable. Exactement. Et en plus, ce qu'ils veulent montrer, c'est que les fabricants d'imprimantes font en sorte que, et c'est là, on peut dire, c'est de l'obsolescence programmée aussi, effectivement, c'est que, en fait, finalement, quand vous avez une cartouche d'encre, vous pouvez, sur certaines imprimantes, avoir encore de l'encre dans votre cartouche, mais votre imprimante, par un biais logiciel, va vous dire non, je suis désolé, cette cartouche est vide. Parce que la cartouche a une puce intégrée qui donne une sorte de durée de vie. Si tu l'utilises pas, il va dire c'est obsolète, peut-être l'encre s'est éventée ou je ne sais pas quoi. Exactement. Et te dit non, alors qu'en fait il reste de l'encre. Et tout ça est traité de façon logicielle, donc on va dire programmée. Ouais. On peut rien faire pour qu'on change de cartouche. Tu peux rien faire parce que la programmation se fait par la puce. C'est-à-dire que si on enlève la cartouche et qu'on la remet, il va détecter que la cartouche est vide. En théorie, oui. Donc là, pour le coup, là on est devant un exemple flagrant de quelque chose qui a été conçu pour dire on va faire à peu près 200 impressions par cartouche. Une fois qu'on arrive aux 200, comme un petit peu un compteur, on va dire aux gens changer les cartouches. Mais là, le fabricant, je me l'ai fait l'avocat du diable, peut très bien dire, quand on a commencé à utiliser la cartouche, peut-être que l'encre va entre guillemets se périmer, donc on met une durée de vie maximale pour que l'encre soit pas dégradée. Il va pouvoir répondre comme ça. Il y aura forcément une bonne réponse, ça sera ça. Je m'en doute. C'est pareil que je crois que l'un des ennemis de ces imprimantes à jet d'encre, vous savez qu'il existe plusieurs technologies d'imprimantes. L'ennemi, c'est quand l'encre en fait sèche dans les buses de l'imprimante, qui après peut être irrécupérable. Et là, c'est pas la cartouche qu'on peut jeter, c'est l'imprimante, puisque la buse est entièrement bouchée. Elle coûte pas cher, à la limite vous en achetez une autre. Oui, voilà. Et tu retombes sur le même problème avec ta puce à l'intérieur, tu utilises tous les 3 mois, tu finis ruiné à la fin. Et j'en profite d'ailleurs parce que je voyais là aussi que Pierre faisait défiler à l'écran un autre papier, donc on avait parlé sur l'obsolescence programmée qui concernait Apple cette fois, et un petit capteur que l'on intégrait à sa chaussure pour compter ses pas. Et il y avait un fou. Alors il y a toujours des fous comme ça dans la tech, et je trouve ça c'est quand même pas mal. Soit là, ces mecs-là. Oui, c'est top. Son capteur Nike plus iPod, effectivement, il avait trouvé dans le code qu'il était limité à 1000 heures d'utilisation. C'est-à-dire qu'au bout de 1000 heures d'utilisation, si le truc continue à fonctionner, non, le logiciel faisait qu'il fallait le changer. Donc il a testé, il a passé 1000 heures avec son truc, et il s'est rendu compte qu'effectivement, au bout de 1000 heures, paf, il ne marche plus. Donc là encore, un cas flagrant d'obsolescence programmée. Ça me fait penser ce que dit Eric au système, parce que moi je connais bien les téléviseurs LCD, il y a la dalle LCD, et derrière il y a un rétroéclairage. Quand le fabricant parle de durée de vie, il parle toujours de la durée de vie du rétroéclairage, mais pas du reste du système. Ça tourne presque à vie, une dalle LCD et rétroéclairage. Quand
quand il n'y a plus rien, mais il n'y a plus d'image puisqu'elle Oui, n'est c'est plus bon. rétroéclairée. Il y a toujours des images qui s'animent, mais on ne les voit pas On parce les qu'elles voit sont pas plus, éclairées. elles sont plus éclairées. Et c'est cette partie-là Voilà, qui est il mise faudrait en prendre un exergue. projecteur où ça torche. Ouais. Ah oui, comme les diapositives, tu C'est as ça. ta lampe torche derrière voilà, la attends. dalle. C'est En bien. plus, Sympa, une image, ouais, pour il faut regarder que des ça films. soit polarisé. Donc voilà. Mais le truc, c'est un peu ça parce que ça fait vraiment penser à ça. Mais j'ai du mal, moi, en tant que journaliste, me dire qu'il y a des mecs qui puissent penser un truc assez, entre guillemets, peut-être vicieux pour se dire ça va s'arrêter. Moi, c'est comme Mission Impossible. Au début, tu as ton générique, tu l'écoutes. Attention, cette bande va s'autodétruire. Tu as le générique et puis pof, ça y est, la flamèche. Et je me dis, mais il y a des T'imagines mecs. si tu allumais ta télé, on te dit attention, cette télé va s'autodétruire bientôt. Non, elle va se détruire dans 10 000 heures, ton rétroéclairage va s'arrêter ou dans 5 000 heures. Mais les mecs deviendraient fous et c'est ce qui se produit quand même quelque part, c'est Ouais. ce qu'ils lâchent en premier. Ouais. Mais moi je trouve ça dingue de c'est penser vrai, ça c'est pour le vrai. consommateur. Mais On a le droit de garder un téléviseur. Alors pour ça, Pépé, hein. toi tu visites beaucoup d'usines où on fabrique des téléviseurs, etc. Il paraît. Tu connais tous les constructeurs. Oui. Est-ce que tu penses justement qu'il y a cette volonté pour les constructeurs de nous donner envie plus vite que prévu, alors c'est peut-être un peu plus subtil ce que je dis, de changer de télé et de prendre un nouveau modèle? Mais je crois que sans qu'ils donnent envie, avec ce qu'ils font tous les 3 ans sans avoir d'obsolescence, les mecs sont déjà complètement à cran d'acheter le nouveau modèle. Donc l'idée de me dire, les mecs sont en train de programmer un téléviseur pour qu'il s'arrête au bout de 20 ou 30 000 heures, ça me semble un peu fou. Parce que déjà la tentation est faite bien avant l'arrêt du téléviseur. Ouais, et puis la télé, Mais, c'est peut-être pas un bon sujet. Non, Enfin, c'est- un mais- bon exemple parce que c'est plutôt un appareil qui a une longue durée de vie, Normalement, oui. même aujourd'hui. Yes. Voilà, moi, Mais ce sais- qui pourrait lâcher, c'est le Moi, j'ai un rétroéclairage. téléviseur plasma qui a 12 ans, il marche encore nickel. Là, franchement, bravo pionnier. Oui, mais ce qui se passe, c'est que tu l'as acheté il y a 12 ans. programmée. Est-ce qu'un modèle qui est plus récent n'est pas dans une sorte de mouvance d'obsolescence avec la technologie qui va beaucoup plus vite? On essaie de faire acheter les gens plus rapidement. Ouais. C'est là, moi je pense que les gens qui ont du cathodique, des téléviseurs Sony, Trinitron qui durent depuis 20 ans ou 30 ans, ils n'ont pas lâché. Et d'autres modèles qui sont plus récents, LCD ou Plasma, ont pu justement commencer à faillir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ce qui s'est passé avant, c'est ce qui se passe à partir de maintenant, cette obsolescence, du fait que tout s'accélère. Les PC, les machins, C'est les vrai. trucs, le truc il va lâcher au bout de 3-4 ans et c'est presque prévu. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas ça, c'est que les gens trouvent ça presque normal qu'on dise qu'un PC, oh bah tu comprends, il a 4 ans ton PC, il a lâché, c'est normal. Non, c'est pas les- normal. les smartphones Ce n'est aussi. pas normal. Il devrait pouvoir continuer à Sauf s'il tourner. est tombé 18 fois par terre. Mais bon, ça, c'est autre Ça, chose. c'est un autre problème. Mais je trouve que c'est pas normal. Non, c'est vrai. Il y a effectivement les PC puis les smartphones. C'est Oui, vrai les que- smartphones. Oui, voilà, Alors c'est là, ça. c'est- Là, je voulais en là, venir on parce est que dans c'est le- vraiment le sujet qu'on Ah évoque, ouais, enfin, on est dans- ça, nous c'est nous touche le plus. Oui. Hein. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'un vieil iPhone, entre guillemets, qui a 3-4 ans et Oui. qui ne peut plus être mis à jour parce que Apple a décidé que la nouvelle mise à jour n'était pas compatible avec ce téléphone. Est-ce que ça, on peut considérer que c'est de l'obsolescence Alors, programmée? programmé, je ne sais pas, mais parce qu'effectivement, ça voudrait dire qu'Apple ait pensé dès le départ à dire bon, cet iPhone 4, on va C'est de la enfin, perfidie à ce Mais niveau-là. en- tu vois. voilà. Faut Par pas contre, penser en ça. revanche, Apple a clairement une roadmap pour ses produits, c'est-à-dire qu'ils disent voilà, on sort un produit, on va dire 3 ans plus tard, ce produit n'est plus d'actualité. Là, effectivement, l'iPhone 4 est même considéré comme aujourd'hui ce qu'Apple appelle vintage. Ouais, Quand c'est c'est pas bon, hein. vintage, Je pense que quand c'est vintage, ça veut, c'est pas bon. ça veut dire que non seulement ils ne seront pas compatibles avec les nouvelles versions d'iOS, mais en plus, si vous allez chez Apple, alors que pour le faire réparer, on va vous dire bah non, on C'est est même pas- désolé. C'est vintage, mais même pas revival. Quand Voilà. C'est C'est-à-dire qu'il y a même plus de- Dead Evil. C'est ça. Il est C'est- dead. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de support, là, Apple plus rien, vous quoi. dit bah, Pour les débrouillez-vous, les gars. Pour les anciens iPhones, non. Mais il y a- 3 ans, il y a- c'est rien. Alors, c'est peut-être pas 3 ans, j'ai pas le 4 chiffre ans, en tête, mais c'est peut-être 5 ans. Mais en tout cas, c'est pas beaucoup parce que, effectivement, moi j'ai un vieil iPhone 4 qui marche très bien. En fait, c'est vrai que je l'utilise plus parce que voilà, on est forcé d'utiliser par notre métier des choses plus modernes, mais il marche très bien. Mais effectivement, Mais si sauf que j'avais le moins. mais étant donné que tu ne peux plus le mettre à jour, tu ne peux plus mettre l'OS, il y a plein d'applications qui petit à Alors petit voilà, ça effectivement ne marchent plus parce que tu as un OS trop vieux Ouais. et que finalement rien ne fonctionne, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a cette course aussi, alors qui est un peu dingue aux nouvelles fonctions, aux nouveaux logiciels, etc. Et c'est vrai que iOS, les nouvelles versions d'iOS ne fonctionnent pas sur les vieux iPhones. Et quand bien même elles fonctionnent, souvent vous avez des ralentissements énormes Ça, il commence à ralentir. qui font que finalement le logiciel ayant un petit peu grossi, étant plus, on va dire, adapté à Ouais. plus de RAM, un processeur plus performant, etc., votre iPhone il va finir par ramer et vous allez vous dire bah non, là Mais il faut est-ce que j'en change. finalement on peut pas aussi, alors là je me mets du côté des constructeurs, est-ce que finalement c'est pas le sens de l'histoire? La technologie, on le sait, va très très vite aujourd'hui.
Voilà, on voit que tout va à une vitesse exponentielle. Et est-ce qu'on ne peut pas rajouter au crédit des constructeurs que finalement, un téléphone qui a 3 ans, eh bien voilà, il ne peut plus faire tourner tous les logiciels qu'il y a aujourd'hui parce que les processeurs sont plus rapides, parce qu'on est plus exigeant en termes de fonctionnalité. Voilà, c'est ça aussi. Mais c'est fou ce que disait Eric, de pouvoir considérer, par exemple, mon vieil iPhone, un produit qui n'a que 3 ans. Je veux dire, pour moi, c'est comme, c'est pour les gens, on n'a pas les moyens à chaque fois d'acheter des trucs. Un iPhone qui a 3 ans, on peut installer iOS 11, puisque ça serait un iPhone 6. Oui. D'accord. Mais amusez-vous à installer iOS 11 sur un iPhone 6, vous risquez de le regretter quand même. Hein. Il va ralentir. Je crois que tu as testé. Oui, non, mais c'est bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pas, on va dire, il y a plein de gens qui refusent, c'est maintenant qu'ils sont un petit peu au courant de tout ça, qui refusent le pop-up, vous savez, qui apparaît sur les iPhones. Parce qu'en plus, et effectivement, ça ralentit. Si vous installez iOS 11 sur un iPhone 6 et que vous vous rendez compte que ça ralentit, vous ne pouvez pas revenir au précédent système. Vous ne pouvez pas réinstaller iOS 10. Non, parce qu'Apple interdit ça. Oui. Non, c'est effectivement, il y a qu'une. Vous avez appuyé sur le bouton j'accepte. Et là, vous êtes mort. Et tu acceptes ton sort, mon ami. Exactement. C'est vrai. Mais c'est factuel. Hein, mais il y a effectivement aussi un autre problème, c'est que c'est pour la réparabilité en fait de ces matériels-là. Parce qu'effectivement, un iPhone, pour le faire réparer aujourd'hui, alors on peut toujours aller dans des petites boutiques, etc. Mais en vrai, Apple préférerait que vous le fassiez chez lui. Ouais, et effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'iPhones qui ne sont plus réparables alors qu'ils fonctionnent a priori très bien. Et si vous voulez changer son écran, changer sa batterie, etc., ça va être beaucoup plus compliqué au bout d'un certain temps. Et c'est vrai que 3 ans, comme le disait Pépé, c'est juste dingue. C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui à un cycle de renouvellement des produits qui est hallucinant et de plus en plus court. Ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend un iPhone 4. On sait que si on ne peut pas installer iOS 11, c'est parce que le processeur, évidemment, a vieilli et qu'il n'y a pas assez de RAM. Mais on peut se dire, la RAM, vous savez, c'est la mémoire en fait, qu'il y a dans le téléphone et qui fait tourner tout le système, en quelque sorte, hein, qui donne de l'oxygène un peu au système d'exploitation. Mais est-ce qu'on peut pas se dire aussi que Apple n'anticipe pas tout ça? On pourrait très bien se dire, par exemple, ils savent très bien que dans 3 ans, parce qu'ils ont ces projections-là, Apple sait exactement ce qu'ils vont faire dans 3 ans. Je l'espère pour eux. Ils savent plus ou moins à quoi va ressembler l'iPhone 11 ou 12. Tous les fabricants ont des idées, déjà. On va dire surdimensionner au niveau hardware les téléphones d'aujourd'hui pour que naturellement, on augmente leur durée de vie. Ouais. Ça serait possible techniquement. Ce serait possible, mais ce serait aussi rogner sur les marges et rogner sur effectivement l'argent qui rentre à la fin du mois. On garderait plus longtemps notre smartphone. Exactement. Et l'objectif, c'est qu'on le renouvelle plus facilement. Possible, on parle d'Apple beaucoup, mais les autres marques, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, Samsung, Huawei, etc. Je suis en train de me poser la question, est-ce que les gens ne sont pas en train, je vais faire l'avocat du diable une fois, sont pas en train de s'habituer à ça? Est-ce qu'on n'entre pas dans un univers actuel où les gens, quand ils achètent le produit, savent qu'il ne va pas durer aussi longtemps qu'on achète un téléviseur cathodique pendant 15 ans? Je pense que maintenant, c'est tellement entré dans la tête des jeunes, les jeunes sont habitués, dès qu'ils voient un nouveau modèle Apple ou Honor ou machin, de toute façon, on va bientôt le changer. Ils viennent d'acheter l'autre, on va bientôt le changer. Je pense que les gens sont en train de s'habituer à ce cycle. Mais tu as tout à fait raison. Le parfait exemple ce qui illustre ce que tu dis, c'est typiquement les batteries non remplaçables. Ça a commencé avec les iPhones, pardon. Oui, c'est aussi sur les Mac d'ailleurs maintenant. Et à l'époque, je me rappelle que tout le monde était un petit peu scandalisé de voir qu'on ne pouvait plus changer la batterie soi-même de son smartphone. Aujourd'hui, toutes les marques de smartphones, il n'y en a quasiment plus des smartphones un peu haut de gamme avec des batteries remplaçables. C'est ce que dit Pépé. On s'est habitué au fait que finalement notre smartphone, on va le changer. Donc peu importe si la batterie, on peut la remplacer ou non, soi-même, on rachètera un autre dans d'autres ans. Dans l'hyper-consommation permanente, puisque les gens maintenant ont le schéma de pensée. Surtout nous, sur profil à nous qui sommes geeks et qui savons que, dans notre inconscient, on sait que notre smartphone, au bout de 3 ans, il va falloir le changer. Avant. Voilà. Ouais. Alors que pour le grand public, eux, ils comprendront peut-être un petit peu moins. Mais on n'a pas évoqué les conséquences écologiques que tout ça entraîne. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, puisque à chaque fois qu'évidemment, tous nos produits électroniques contiennent énormément de saloperies, on va le dire quand même, parce que c'est bien beau comme ça quand on les voit, mais derrière, il y a des métaux rares, il y a des choses qui ne sont pas vraiment bien recyclables. Les batteries, ça se recycle aussi assez mal. Donc c'est vrai que tout ça, c'est aussi un espèce de désastre écologique au final, de vouloir toujours remplacer ces produits en permanence, et que ça, c'est vrai qu'on n'y fait pas assez attention non plus. Mais je tiens à dire par contre, puisqu'on est en train de parler de ce programme, qu'il y a quand même des entreprises qui font des efforts. Alors on n'entend pas trop parler d'elles,
mais on peut prendre par exemple l'exemple de Fairphone, hein, qui est cette entreprise qui commercialise un téléphone entre guillemets équitable, en tout cas, qui cherche quand même à lutter contre l'obsolescence programmée en favorisant le remplacement des pièces par soi-même. Et on peut acheter des modules, on peut racheter un écran, on peut racheter une batterie sur leur site si on voit que son téléphone a un problème. Et puis ils essayent en tout cas d'avoir des composants qui sont plus ou moins honnêtes dans leur conception, etc., etc. Donc il y a quand même des entreprises qui essayent de faire différemment. C'est vrai que c'est pas le cas des géants de la high-tech aujourd'hui pour l'instant. Pépé, dernière chose, en préparant ce rendez-vous aussi, oui. tu me parlais des supports physiques. Oui, optiques. Mais là, c'est peut-être pas l'obsolescence programmée, c'est plutôt quelques... Ouais, mais on n'est pas loin finalement, on peut se poser la question. Oui, je me suis posé la question parce que j'ai eu beaucoup de cas autour de moi, le support CD, le support Blu-ray ou DVD, des trucs qui devenaient un peu illisibles au fil du temps, alors que dans la promesse aux consommateurs, quand on a abandonné la VHS, la bande qui ou le vinyle, on disait oui, mais alors le CD, vous vous rendez compte, on peut l'enterrer dans le jardin, sortir 2 ans après et tout, et ça fonctionne toujours. Dans le jardin. Enterre ton CD dans le jardin, ça ne risque rien. Alors on s'est rendu compte quand même rapidement que malgré tout, ça reste un support physique, qu'il peut avoir des problèmes, l'humidité, le soleil, et surtout il y a un truc que les gens ne savent pas, par exemple les DVD ou les Blu-ray, il y a un point de colle puisqu'on colle des substrats et c'est la colle qui est incriminée quand une fois qu'elle est protégée, quand le pressage est fait, si on emprisonne une bulle d'air à l'intérieur, un petit truc comme ça, il y a une oxydation et dans ce cas-là il n'y a plus ce qu'on appelle le train de bit n'est plus lu du tout et le disque CD est illisible, il devient en fait. illisible ou il peut être lu une partie, c'est-à-dire la partie où on donne la table des matières au début, hop, il le lit puis après il rentre dedans et puis il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de cas de CD ou de Blu-ray ou de DVD qui sont nécrosés. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux pour me dire... Ça t'est déjà arrivé parce que j'imagine que tu as une collection de CD, toi. Jamais, mais j'ai un fait... Ou même de DVD. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas dans certaines régions humides, je ne suis pas en bord de mer. Il faut prendre tout ça en considération. Les endroits qui sont outre-mer et autres. Et même les fabricants ont dit après, oui, mais alors là, en effet, avec le sel, le machin, le truc, votre truc qui dure 50 ans, certainement pas. Alors, à un moment donné, on conseillait aux gens en outre-mer de les mettre dans les réfrigérateurs. Je l'ai entendu. J'ai dit, mettez vos CD dans le réfrigérateur, mais mettez vos trucs pour l'éviter qu'il y ait des problèmes. On sait que malgré tout, la promesse n'est pas tenue dans le sens où, surtout les supports qui sont réenregistrables, il y avait le substrat qui était organique. Alors là, c'était la catastrophe nucléaire. On sait que ce n'est pas définitif. On nous a vendu un truc sur 5 ans, 60 ans, 80 ans, vous allez crever avec. Moi, je vous conseille de prendre des disques durs, balancer même tout sur le cloud. Là, vous êtes plus sûr de garder vos photos de vacances que sur certains trucs. C'est vrai que le cloud est moins victime de l'obsolescence programmée. Et en plus, sur tous ces supports, il y a aussi la question du lecteur du support. Puisque aujourd'hui, on trouve encore des lecteurs de CD, mais dans 10 ans, dans 20 ans, comme ce qui se passait sur les tours, les PC, les trucs comme ça, on trouvera toujours. Ouais, et encore, mais aujourd'hui, sur les tours, il y a de moins en moins de lecteurs de CD. Non, mais attends, il y a de moins en moins de lecteurs de CD. Il faut voir ça par rapport à notre pays. Regarde mon PC là, j'ai pas de lecteur de CD. Oui, mais vous avez un PC, comment dire. Mais non, mais le truc, c'est qu'il faut toujours faire ça par rapport à tout. Non, mais il faut voir ça mondialement quand on fait ce genre de réflexion. Nous, on part toujours de l'Europe, mais il faut voir que dans les pays dits émergents, il y a du CD, il y a du DVD, il y a du Blu-ray qui arrive. Il faut voir ça mondialement. Mondialement, il y a des lecteurs. Ça se vend très très bien. Mais la dématérialisation fait que quand même, je vois, c'est effectivement le cas d'Apple qui a enlevé tous les lecteurs de CD, DVD et même n'a jamais mis un lecteur de Blu-ray d'ailleurs dans ses grandes dames de certains. Dans ses ordinateurs. Et effectivement, elles ont tendance à disparaître. Donc je n'espère pas ça du tout. Mais moi non plus. Mais c'est en tout cas, c'est que effectivement, quid d'un support dont on a effectivement qu'on a en plein exemplaire, un CD, un DVD, un Blu-ray, qu'on peut prêter, qu'on peut donner et qu'on peut rayer aussi facilement. Alors que pour les contenus dématérialisés, je vous rappelle que c'est beaucoup plus compliqué de les prêter ou de les donner. Moi, j'espère qu'ils vont durer longtemps ces supports parce que moi, je suis un fan de base. Moi, j'ai pas eu de problème personnellement. J'ai jamais eu un disque nécrosé. Mais encore une fois, je fais attention. Les températures. Moi, j'ai eu des gros problèmes avec des disques qui étaient gravés et là. La gravure, c'est l'organique. Voilà, la durée de vie est beaucoup moins importante. Évidemment, tu creuses un substrat organique, tu le déformes avec la chaleur. Mais pour tout vous dire, il y a pas longtemps, je sais pas comment, j'ai ouvert un sac avec des vieux des CD. Je me suis dit, mais tiens, je vais réécouter ce qu'il y avait là-dedans. Ça marchait pas. Et voilà, tu as ouvert un sac de vieux décédés. Alors dans ce cas-là. Oh, alors là, ça sera décédé. Bravo. Non, mais il fallait que je la fasse. Il fallait que je la libère, celle-là. Je pense que les blagues ne sont pas en obsolescence chez Pépé. Malheureusement, je pense que là, on est bon, elles sont bien. Je me tuerais dans ces moments-là. Et je crois qu'on va terminer là-dessus, les gars. On a fait le tour. C'est horrible. Oh mon Dieu, je fais du François Sorel. Oh mon Dieu. Tiens, si vous voulez débattre avec nous justement sur l'obsolescence programmée, n'hésitez pas sur la page YouTube de quoi je me mêle, ou bien sur Twitter avec le hashtag DQJMM. De quoi je me mêle, DQJMM.
On lira vos petits messages. Merci beaucoup Eric. Merci. Et puis n'hésitez pas à aller sur zeronet.com pour Oui. rentrer en détail de tous ces articles, notamment celui très intéressant d'Adrien Branco avec son clavier Logitech énergie solaire qui marche plus. Et Pépé, à bientôt. Ah bah c'était un plaisir. On se retrouve très vite dans De quoi je me Bah mêle. oui, il paraît. Et bien sûr. Et vous restez avec nous. Dans un instant, vous saurez tout sur la 8e édition de la Paris Games Week qui ouvre ses portes la semaine prochaine, porte de Versailles. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.